Connu pour ses violences extrêmes par le passé, Marseille est devenu à nouveau le théâtre d'une année meurtrière à cause des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Marseille connaît une flambée de violences et de règlements de compte liés au trafic de drogue cet été. 13 morts depuis le début de l'été dans des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. 3 hommes tués ce week-end. Les homicides s'y sont multipliés. Des tirs de Kalachnikov ont résonné la nuit dernière à Marseille. Le corps calciné d'un jeune homme a été découvert cette nuit dans un terrain vague du 13e arrondissement. Certains se trouvaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et malheureusement, il y a eu un dommage collatéral, une victime collatérale, puisqu'une jeune fille qui se trouvait à l'arrière a reçu 3 balles dans la tête. À l'intérieur, il y avait 3 personnes. Une jeune fille de 17 ans à l'agonie. Elle décédera quelques instants plus tard sur le chemin de l'hôpital. Dans cette violence extrême, une fusillade a attiré particulièrement l'attention. La scène s'est déroulée à la fin d'un match de football. Il est 20h30 au stade Lamartine, dans les quartiers nord de Marseille, quand plusieurs individus tirent sur 2 joueurs qui se trouvent aux abords du stade. Dont Younes Latter, à peine sorti de prison, est mort sur le coup. Ce qui suscite l'intérêt, c'est que le nom de ce dernier figure dans le dossier ultra sensible, celui dit des Blacks contre Gitans. L'un des conflits les plus violents du narcobanditisme marseillais. Dans la guerre entre 2 bandes, les Blacks et les Gitans. Mêlant le clan des Blacks, dirigé par les frères Ahamada, originaires des Comores, et les clans des Gitans par les frères Bengler. Cette guerre, très médiatisée, aurait fait près d'une centaine de morts, et ce, depuis 13 ans. Cette rivalité se déroule principalement au cœur des différentes cités situées dans le 13e arrondissement. À l'origine, les Blacks se trouvaient à la cité des Lauriers. Les Gitans, eux, se trouvaient à l'ancienne cité des Cèdres, qui se trouve juste à proximité. Malgré la dénomination des 2 groupes, ils sont composés de toutes sortes de nationalités. Les 2 familles ont d'ailleurs grandi ensemble et ont fréquenté les mêmes écoles sans conflit. Autrefois amis d'enfance, aujourd'hui, ils se tirent dessus. En tout cas, jusqu'en 2008. C'est là que leurs oppositions ont marqué le commencement des règlements de compte, avec des affrontements pour le contrôle de trafic de drogue dans les quartiers du Nord. Le premier meurtre aurait été celui de Frédéric Tapia, proche des Hamada. Il a été abattu l'été 2008. Ensuite, c'est au tour des Blacks de riposter, quelques mois plus tard. 5 hommes, proches des frères Bengler, se trouvaient dans une Peugeot à un feu rouge près de la gare Sainte-Marthe, lorsqu'une autre voiture arrive et ouvre le feu. Résultat, 3 meurtres. Étonnamment, Younes, la victime récente du tournoi de foot, avait déjà été mise en cause pour ce triple règlement de compte dans le passé. Le cycle infernal de la vendetta débuta comme ça. Mais c'est un autre règlement de compte, plus particulier, dans une autre cité, qui secoua tout Marseille. À l'époque, l'affaire avait fait grand bruit. La violence à Marseille venait de franchir un cap. Pour la première fois, un mineur tombait sous les balles de tueurs. Ce 19 novembre 2010, ici, à la cité Le Clos dans le quartier de la Rose, un adolescent de 16 ans, Jean-Michel Gomez, était abattu à la Kalachnikov. Dans la fusillade, un enfant de 11 ans était également blessé. C'est la fratrie Bengler qui est soupçonnée d'avoir commandité le meurtre de Michou, un guetteur potentiel de la cité. Et l'enfant de 11 ans, prénommé Lenny, serait une victime collatérale qui a miraculeusement survécu à une rafale de Kalachnikov. Le ministre de l'Intérieur du moment, Brice Hortefeux, était venu peu de temps après annoncer des renforts de police. Toute une série d'opérations coup de poing avait eu lieu dans les cités de la ville. Cela va provoquer un point de non-retour qui va déclencher une série d'opérations policières dans le cadre du plan Brennus, avec des renforts dans tous les quartiers les plus sensibles de Marseille. Un mois plus tard, du côté des Gitans, au parc Caliste, Mohamed Kassemi se fait kidnapper devant le tabac de son frère Hicham.
par l'équipe des Bengler. Ces derniers lui demandent une rançon d'1 million d'euros en échange de la libération de son frère. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu. Et une importante opération, mobilisant quelques 200 policiers, a lieu à Sélonie. Il demandait 1 million d'euros de rançon. Ces 4 hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé un buraliste marseillais mercredi dernier dans le 15e et de l'avoir séquestré dans cette maison aux abords d'Aix-en-Provence. Fin du cauchemar donc pour le commerçant qui a été libéré au petit matin après une semaine de captivité. Et parmi les ravisseurs neutralisés, on retrouve les 2 frères Bengler. Un an après, en 2011, en attendant leur procès en prison, une nouvelle tombe quant au précédent assassinat dans la cité des Clos-la-Rose. En effet, 3 personnes sont mises en examen dans le cadre de l'enquête, et parmi elles figurent les frères Bengler. Malgré leur incarcération, les règlements de compte n'ont pas cessé pour autant. Fin 2012, Nassouri Moumadi et Jimmy Itrisso, affiliés au clan des Gitans, sont abattus à bord d'une Clio noire par une rafale de balles. Survient ensuite le triple homicide au Laurier, le fief des Blacks. Ils ont perdu 3 de leurs voisins dans la nuit. L'un âgé de 24 ans connu des services de police, les 2 autres de 15 ans. Il est 2h30 lorsque des personnes montées à bord de 2 voitures font feu sur la cage d'escalier de ce hall d'immeuble. Plus d'une vingtaine de cartouches d'armes automatiques sont tirées, preuve de la violence de la fusillade. Mohamed Moumadi, surnommé Babouin, à peine sorti de la prison, serait l'auteur potentiel de ce meurtre pour venger la mémoire de son frère assassiné précédemment. Ainsi, Babouin, le lieutenant important des Gitans, reste dans le viseur. Seulement, un mois plus tard, une voiture avec plusieurs membres à bord, y compris Babouin, rentre dans un tunnel à Marseille. Un instant après, ils se font chasser par une BMW blanche qui les force à s'arrêter à la sortie du tunnel. La course-poursuite a débuté à l'entrée du tunnel Prado-Carénage. Une voiture prend en chasse une deuxième. Un des passagers du premier véhicule ouvre le feu avec son fusil d'assaut. Les autres ripostent avec des armes de poing. La scène se termine à la sortie côté Vieux-Port. Les occupants de la BM criblent de tirs de Kalachnikov l'équipe de Babouin qui finit par abandonner le véhicule pour s'enfuir en courant. 2 individus, Babouin et Anthony Costa, meurent sur place. Sept individus des 2 camps ont été condamnés pour ce guet-apens spectaculaire. Ce qui attire l'attention de la police, c'est le recrutement d'experts en géolocalisation pour pister les ennemis. Ce fut le cas de Babouin, qui avait repéré une balise de géolocalisation sur son véhicule un jour avant sa mort. Les Blacks auraient connu les moindres de ces déplacements. De l'autre côté, dans la prison des Baumettes, la rivalité existe aussi. Un homme a été poignardé par les Blacks qui, selon lui, l'aurait confondu avec un autre membre des Gitans. En plus, une surveillante aurait entendu « Dedans ou dehors, pour les Lauriers, il va payer ». Revenons alors vers la cité des Lauriers, la même année. C'est en mai 2015, lors d'une opération de police de grande envergure, que les membres du réseau de la Cité des Lauriers ont été arrêtés. Un réseau dirigé par les frères Hamada, surnommés les Blacks. Les policiers auraient également saisi 30 kilos de cannabis et plusieurs centaines de milliers d'euros. Le ministre de l'Intérieur a salué le travail des enquêteurs qui sont sur ce dossier depuis plus d'1 an. Cette opération a fait retourner la cité et 28 personnes ont été jugées. L'organisation du trafic était considérée comme une vraie multinationale du cannabis. D'après les estimations du procès, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires auraient été générés par an. Avec des chiffres pareils, il n'est pas étonnant que les clans se disputent le territoire. En effet,
les Blacks auraient aussi mis leurs mains sur la cité des Cyprès. Et du côté des Gitans, il s'agirait de la cité du parc Koro, dans laquelle ils ont déjà recruté de nombreux jeunes par le passé et où une alliance serait déjà née. Nouveau probable règlement de compte ce matin à Marseille, place Pierre Brossolette dans le quartier des Chartreux, c'est le 4e arrondissement. Une fusillade qui a fait 2 morts, il s'agirait donc d'un nouveau règlement de compte. Comme ce cas où 2 jeunes du parc Koro appartenant au clan des Bengler avaient été tués. Ou encore cet autre homme proche des Bengler abattu dans la cité du parc Koro. Une chose est sûre, même avec les chefs en prison, aucun des 2 camps n'a décidé de mettre un terme à cette guerre. Car au fil du temps, d'autres gens se sont agrégés à ces 2 clans. Rien que l'évocation de leur patronyme et la réputation qui va avec faisaient encore peur. Comme le montre le procès des frères Bengler. Un accusé qui a la trouille, des témoins qui ne veulent pas témoigner, c'est pour ça que dans la presse, on parle donc du procès de la peur. Oui, tout à fait Yann, une loi du silence imposée par la réputation des frères Bengler. Sur 47 témoins, seulement 3 étaient présents. Finalement, les 2 écopent de 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Mais ils ont été acquittés pour la fusillade sanglante du Clos la Rose en 2010, où un mineur avait été assassiné. En effet, la plupart des témoins ont fait défection, et c'est sur eux que reposait une bonne partie de l'instruction. En plus, le cas de Lenny est très intéressant. Ce dernier avait frôlé la mort en 2010, et, moins d'1 an après les faits, avait reconnu les Bengler au cours d'une parade d'identification derrière une glace sans teint. Il avait affirmé aux policiers que c'était l'un d'eux, soit Nicolas, soit François. Je ne peux pas être plus précis, cela fait 1 an que les faits se sont déroulés, mais cela n'enlève rien à ma certitude sur l'un des 2 individus, disait-il. Son témoignage permettait d'étayer la thèse d'accusation. Pourtant, plus de 6 ans après, durant le procès, Lenny ne se rappelle plus qui était dans la voiture. Je ne suis pas capable de dire à 100% que c'est eux. Je ne veux pas viser des gens pour rien, alors que je ne suis pas capable de me souvenir de ce que j'ai mangé hier soir. À l'énoncé du verdict d'acquittement, François a fait un clin d'œil à ses proches. Mais revenons au cœur de ces cités où les clans essayent de s'approprier les réseaux de vente. Il y a une cité qui n'a pas encore été mentionnée. C'est celle des Oliviers A. Avec à la tête la figure du narcobanditisme marseillais, Kamel Méziani. En effet, par le passé, cette cité n'était pas détenue par de gros clans comme les Blacks ou les Gitans. Et donc, Méziani s'y est imposé, dans son propre quartier, et a pris ce marché. Olivier A était le concurrent direct des Lauriers, vu la proximité de leurs fours respectifs. Mais il était difficile de concurrencer les Blacks, fortement ancrés. En tout cas, jusqu'en 2015. L'année de la descente de police dans les Lauriers. Ce qui a déstabilisé temporairement leur structure. Alors, de nombreux clients sont partis chez Olivier A. Ainsi, cette cité est montée en puissance et se développa pour devenir aujourd'hui l'un des points de deal le plus puissant de Marseille. Ce point de deal pourrait générer jusqu'à 80 000 € de chiffre d'affaires par jour. Vu leur progrès, ils voulaient s'expandre en dehors des Oliviers A et prendre, par exemple, le contrôle du trafic de drogue au HLM Méditerranée, dans le 14e arrondissement. Mais ce n'était pas aussi simple. En effet, un homme de Méziani, Soufiane, s'y est fait molester pendant 2 jours par le présumé Cadium, alias Jimmy, de l'équipe adverse. Une fois Soufiane de retour dans les Oliviers A, lui et un autre homme, Boualem, auraient demandé l'autorisation de se venger à Méziani.
Ce dernier leur aurait alors fourni les armes. Dans la soirée, les deux prennent alors un scooter et suivent la géolocalisation d'une voiture d'un membre de la cité adverse sur laquelle ils auraient placé un tracker plus tôt. Les deux arrivent armés devant un parking d'un KFC. 2 hommes dans une voiture sont pris pour cible. Le 3e occupant du véhicule arrive à échapper au tir. Malheureusement, on déplore à nouveau deux morts dans un règlement de compte, ce qui est manifestement un règlement de compte, commis par 2 individus à bord d'une motocyclette. Malheureusement, une des victimes n'avait rien à voir avec ce règlement de compte. En plus, moins d'1 mois après ce règlement, un adolescent de 15 ans, accusé par la rumeur d'avoir donné l'indice au tueur de KFC, était enlevé et exécuté avant que son corps ne soit incendié et retrouvé sur ce sentier. Ainsi, tous ces règlements de compte ont fait de l'année 2016 la plus mortelle à Marseille. À l'origine de cette année record, une guerre des clans débutée fin 2015 par une tuerie particulièrement marquante. L'assassinat de 3 jeunes, dont 2 mineurs de 15 ans, dans cette cage d'escalier. La guerre des Blacks et des Gitans, à elle seule, expliquerait 19 des 29 règlements de compte mortels. Mais, d'après le sociologue Laurent Mukeli, le travail de la police et l'augmentation des règlements de compte ne sont pas contradictoires. Une lutte à mort pour le contrôle des terrains, qui est liée effectivement au travail de la police, comme le disait votre reportage, dans la mesure où dès que la police arrête quelqu'un, il y a une place à prendre, et cette place elle vaut très cher, elle rapporte beaucoup, on est prêt à se tuer pour la prendre. Oui. Contrôle le territoire. Durant l'année 2016, la police a renforcé ses opérations avec plus de démantèlement et de saisies. Lorsqu'on déstabilise le milieu, il y a donc souvent des territoires à reprendre, ce qui provoque une agitation et peut entraîner des règlements de compte en cascade. Revenons vers la cité des Olivières. Cette dernière s'est faite démanteler en octobre, avec 19 suspects arrêtés. Pourtant, Mesiani échappa à ce coup de filet et continua à filer entre les doigts d'autres opérations. Finalement, Kamel, parti en cavale en 2019, avait embarqué à Barcelone pour l'Algérie. Mais, malheureusement pour lui, il s'est fait arrêter à l'aéroport de Marrakech, au Maroc, sur la base d'un mandat d'arrêt international. Il s'est ensuite fait extrader vers la France fin 2019, où 2 procès l'attendaient. Pourtant, quelques mois plus tard, Kamel Mesiani réussit toutefois à échapper à la justice, ses avocats ayant obtenu sa remise en liberté. L'homme avait été condamné en janvier dernier en son absence à 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire en bande organisée et avait déjà été condamné à 14 ans de prison pour trafic de stupéfiants. En son absence, il s'est fait condamner entre autres pour son implication dans le règlement de compte au KFC. Il était recherché par toutes les polices. Kamel Mesiani, figure du narcobanditisme marseillais, a été interpellé ce mardi au péage de Fleury-en-Bière en région parisienne. Placé en garde à vue, il fait l'objet de mandats d'arrêt pour 2 affaires distinctes. Finalement, il s'est fait arrêter. Il était considéré comme l'un des fugitifs les plus recherchés de France. Mais son arrestation pourrait permettre d'élucider plusieurs règlements de compte qui sévissent sur Marseille cette année. Ces 8 premiers mois de l'année sont scindés en 2, avec une première partie de l'année finalement où nous notions assez peu de règlements de compte et une accélération très importante à partir du 15 juin de cette année 2021, avec véritablement une explosion du nombre des affaires. En effet, il s'avère que le clan des Oliviers A s'affronte avec la cité des Lauriers, et Mesiani lui-même est soupçonné d'être impliqué dans une double exécution. Après l'arrestation de cet homme, les enquêteurs ont également interpellé plusieurs de ses proches et notamment plusieurs hommes qui sont soupçonnés d'être impliqués dans l'homicide volontaire de 2 jeunes de 25 ans le 22 août dernier à la cité de la Marine Bleue à Marseille, un règlement de compte en lien avec le trafic de drogue. Il s'agirait de 2 membres des Lauriers. Sans oublier le règlement de compte le plus spectaculaire de cette année. 3 hommes
habillés de noir et cagoulés, viennent de sortir de force leur cible de chez lui. Âgé de 27 ans, il implore ses ravisseurs de lui laisser la vie sauve, mais les malfrats sont intraitables. Ils l'enferment dans le coffre de leur voiture. Le véhicule est finalement retrouvé incendié à 1,5 km de là. Dans le coffre, un corps sans vie, en partie calciné. Ce règlement s'est déroulé juste 1 heure après celui de la Marine Bleue. Cette fois, il s'agirait d'une personne en lien avec les Oliviers. Donc, de nombreux règlements sont au cœur des cités du 13e arrondissement. C'est ici, au pied de la tour H du parc Corot, qu'a été découvert le corps presque entièrement carbonisé. Ce sont les pompiers appelés pour un feu de broussailles vers 5 h du matin qui l'ont retrouvé. Indirectement, Olivier A et le Corot auraient donc un ennemi en commun, les Laurières. Mais au fil des années, ce sont les Olivier A qui sont montés en puissance. Car, même avec les grosses opérations de démantèlement, elles se réorganisent très rapidement. D'après une source policière, c'est l'une des cités qui tourne le mieux en matière de stupes. Et même avec les patrons de chaque groupe en prison, les ficelles peuvent être tirées depuis la cellule. Quantité d'argent échangé dans ces points de deal, en bas des immeubles, près des écoles, près des commerces, c'est parfois 100 000 € par jour. Et on voit bien que lorsqu'on a ce genre de fortune possible d'argent sale, alors effectivement, les règlements de compte sont là. Darmanin a annoncé le renfort de 300 policiers pour lutter contre la drogue. Toutefois, cela pourrait être loin d'être assez efficace face à la dimension de Marseille, où il y aurait 156 points de revente de drogue, toutes tailles cumulées.